Cette vidéo est sponsorisée par une maison d'édition et un média 100% indépendant, La Relève et La Peste. Je vous en parle en fin de vidéo. Restez, c'est important. J'en peux plus du Covid. C'est la première fois où parfois j'ai l'impression de perdre la bataille psychologique, quoi. Parce que c'est ça dont il s'agit en fait. Macron, il y a un an, quand il parlait de guerre, pour les soignants et les hôpitaux, c'est une guerre sanitaire. Mais pour moi et la plupart d'entre vous, c'est une guerre psychologique en fait. C'est si long. Vraiment. Et le passé me manque de ouf. Je parle pas d'être en couple avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime en retour, même si c'est de la balle. Non, je parle des bars, quoi, des restaurants, au cinéma, enfin, juste remplir son agenda, en fait. Mon agenda, je le consulte tellement moins qu'avant. C'est terrible, quoi. Il y a juste quelques visios pro de temps en temps. Et donc là, à l'heure où je fais cette vidéo, on ne sait pas s'il va y avoir un troisième confinement. Enfin, a priori, si, il y aura un troisième confinement, mais on ne sait pas quand, on ne connaît pas les modalités. Voilà. Moi, je vous avoue que je vis déjà un petit peu comme si on était confiné. Voilà, c'est juste que le peu de choses que je pouvais faire, je vais plus les faire, quoi. Voilà, c'est tout. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit, Cyrus, t'as une responsabilité, t'as une audience, il faut que tu sois positif. C'est vrai, maman. C'est vrai. Mais c'est long. Franchement, c'est long. Je suis tombé sur un article d'une meuf qui s'appelle Amélie. En avril dernier, elle était déjà à son 3e confinement, parce qu'elle était à Wuhan. Elle a été confinée, ensuite il y a eu une quarantaine, et ensuite elle a été confinée en France. Et elle expliquait dans l'article qu'elle en pouvait plus, quoi. Je me dis, si elle en pouvait déjà plus en avril dernier, je me mets à sa place un instant. Amélie, on est tous derrière toi, quoi. On est tous derrière toi. Accroche-toi, s'il te plaît. J'espère que ça va. Et quand je dis on est tous derrière toi, j'exagère à peine, hein. Ça y est, en fait, la norme, c'est d'être déprimé maintenant. Si pour vous, aujourd'hui, ça va, franchement, je vous le dis entre nous, gardez-le pour vous, quoi. C'est suspicieux. Non, mais on se dit, cette personne, elle nous dit pas tout. Non, franchement, regarde. Déjà, c'était chelou juste de sourire dans la rue, ok? Alors que ça allait bien. Tu vois. Donc là, avec tout ça, je te demande si ça va, tu me dis oui, il y a un problème. J'ai repensé il y a un an comme ma vie était totalement différente et comment en fait le Covid est venu tout mettre en pause. Et je me rends compte seulement maintenant, c'est-à-dire alors un an plus tard, à quel point c'était une erreur en fait, ce terme, mettre en pause. Mettre en pause, c'est-à-dire qu'on attend quoi, on est là, on attend que ça passe, on fait rien, jusqu'à pouvoir réappuyer sur play et donc reprendre la vie normale quoi. Ou pire, l'expression qui me donne vraiment des frissons dans le dos, la vie d'avant. Sauf que plus le temps passe et plus je réalise, et il y a peut-être des gens qui l'ont réalisé il y a 6 mois, etc. Chacun va à son rythme, ok? Mais plus je réalise qu'en fait, il faut pas mettre en pause. Faut pas attendre. L'attente, faut l'éviter. Je m'explique. J'étudiais une revue scientifique française de psychologie cognitive qui publiait chaque année, et en fait, l'année 1914 était assez intéressante. Il y a une femme qui s'appelle Mademoiselle Morand. J'ai pas son prénom. J'ai juste Mademoiselle Morand. Qui a parlé de l'attente. Et elle dit à juste titre que l'attente, c'est un terreau pour l'incertitude, le désir, la colère, la crainte et l'impatience. Et l'image est intéressante parce que c'est à un point où en fait le terreau se fait recouvrir de ces choses-là, un petit peu comme des mauvaises herbes. Si bien qu'on ne distingue plus l'attente de ces choses-là. Mais c'est quoi en fait l'attente? C'est quoi une attente pure en fait? Une attente dénuée de tout ça. Alors c'est pas évident à définir, mais il y a déjà quelques éléments. Il y a la prévision de quelque chose qui arrive. Ok? Et il y a l'adaptation qui va avec. On va devoir s'adapter à cette chose qui arrive. Il y a aussi, et ça c'est un mot qui est pas mal employé par Bergson, la préperception. C'est-à-dire la représentation anticipée d'un objet. Et enfin, élément très important, il y a un intervalle de temps perçu. C'est un intervalle de temps qui ne doit pas être intéressant. C'est un intervalle de temps qui a juste pour but d'être écoulé. Il est vide. C'est un obstacle en fait entre l'événement et moi. C'est une condition sine qua non à l'attente. Tout ça, tout ce que je viens de dire, c'est ça l'attente. Une fois qu'on a compris ça d'un point de vue psychologique, on réalise tout de suite qu'en fait l'attente, c'est un état d'esprit. Quand on se retrouve dans une situation de la vie de tous les jours où on doit attendre, c'est un choix. On peut ne pas attendre. On peut par exemple utiliser ce temps pour autre chose. Ou bien on peut juste apprécier l'instant présent. Juste profiter du fait d'être. Et kiffer.
Et parfois, je me demande si le fait que je trouve le Covid long, c'est pas parce que je suis dans cet état d'esprit d'attente, au lieu de profiter de ce qu'il y a à profiter, ne serait-ce que l'instant présent. Et je pense pas être le seul, je pense qu'on est beaucoup à attendre la fin de ça et que ça nous cause du tort, que ça rend tout plus difficile. S'il y a 1 an, on m'avait dit « Bon mon pote, le truc du Covid là, en fait ça va durer plus d'1 an, voire même 2 », bon bah déjà, j'aurais déménagé à Bali définitivement, tant qu'à faire. Et surtout, je pense qu'en fait, j'aurais mieux vécu les choses, parce que l'attente, elle aurait été moins forte. Et d'ailleurs, on sait même pas ce qu'on attend. On sait même pas à quoi va ressembler la sortie de cette crise. Ça dépend de plein de facteurs différents. À quel point une personne vaccinée peut transmettre le virus, à quelle vitesse des communautés entières peuvent être vaccinées, la course entre d'un côté les vaccins et de l'autre côté les variants, donc les mutations, et donc il faut adapter les vaccins, etc. Et potentiellement l'avancée de nouveaux traitements. Mais bon, imaginons, concentrons-nous sur le vaccin par exemple, ok, parce que c'est le truc qu'on a le plus avancé aujourd'hui. Il y a plein de gens qui veulent pas se faire vacciner par exemple. Donc on fait quoi du coup? On se confine jusqu'à ce que les gens qui se sont pas fait vacciner changent d'avis? Ou c'est quoi le but? On cherche l'immunité collective? Ok, qu'est-ce qu'on fait de tous les nouveaux variants? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas en fait. Je comprends pas genre, où on va quoi, tu vois? Et c'est même pas un truc, c'est même pas en rapport avec nos politiques, etc., des décisions. C'est même si moi je pouvais décider de quoi faire, je sais pas ce que je ferais en fait. Ouais voilà, je comprends pas la direction du truc quoi. Et c'est même pas une critique envers l'exécutif, parce que même si j'étais à leur place, je sais pas ce que je ferais quoi. Et ça les amis, bah ça s'appelle l'incertitude. C'est ça qui nous bouffe. On n'aime pas l'incertitude. Enfin, on se rend compte qu'on n'aime pas l'incertitude. Et on se rend compte d'à quel point notre société a écarté l'incertitude. Et ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, ça date de Descartes. C'est ce que nous explique un philosophe britannique du nom de Stephen Toulmin, I don't know, Stephen. L'humanisme de la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, accueillait la complexité, le chaos du monde. Okay, et au XVIIe, ça change avec l'arrivée du rationalisme. Je vous la fais très courte, mais en gros, l'incertitude et l'acceptation du pluralisme humaniste a eu plusieurs conséquences, dont une qui a été l'intensification des guerres de religion. Donc l'époque, elle avait besoin de rationnel, de vérité incontestable qui permettait à la société de s'unir. Et donc c'est Descartes qui s'en est occupé, entre autres, en s'attachant à des champs d'études abstraits, donc qui n'étaient pas liés à un contexte, comme par exemple les mathématiques. Donc on évite l'incertitude et on veut masse de certitude. On veut le menu certitude triple XL, frites et ketchup. Et j'ai l'impression que c'est seulement récemment qu'on redonne à l'incertitude une place, notamment comme source de liberté. S'il n'y a que des certitudes, le monde est totalement déterminé. Est-ce que c'est l'histoire qu'on a envie de se raconter? Je suis pas sûr. Ce qui motive la connaissance, c'est quoi? C'est la crainte. C'est la crainte de l'inconnu, c'est la crainte de ne pas comprendre ce qui nous arrive, c'est la crainte de ne pas pouvoir se protéger, c'est la crainte de ne pas pouvoir se nourrir, c'est la crainte. C'est ce qu'explique Nietzsche, et c'est pour ça que derrière la volonté de vérité, il y a une volonté de puissance. Mais sauf que Nietzsche nous dit autre chose. Il dit, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Alors évidemment, on pense au fanatisme, on pense au complotisme, où il n'y a pas de place pour l'incertitude, et donc on perd les gens. Mais au-delà de ça, la liberté, l'exploration, elle est permise par le doute. J'écoutais à la radio une interview de Dorian Astor qui dit un truc très juste et qui m'a aussi sauté aux yeux quand je regardais une chaîne d'information où il y avait un expert qui était interviewé. Et les chroniqueurs qui posent une question et ils disent je sais pas, on attend les résultats, on attend les analyses, blablabla. En face, le chroniqueur ou le présentateur dit ok, donc la réponse est non. Il a dit non, je sais pas, je vous dis je sais pas. D'accord. Donc pour l'instant, la réponse est non. Et ça rend fou. On a du mal à avoir des certitudes parce qu'on est dans une situation nouvelle et on donne la pire réponse à ça, qui est de forcer les certitudes. Du coup, c'est des certitudes qui changent, normal, la situation évolue, et donc c'est hyper angoissant et chiant pour nous. Arrêtez de faire ça. Alors oui, les décisions politiques, pour être suivies, elles doivent donner l'impression que ça vient d'une certitude. Ok, mais ça fait 1 an. Ça fait 1 an, c'est bon, on sait tous qu'il n'y a pas de certitude, on a compris. On peut tous arrêter de faire semblant. Réconcilions-nous avec l'incertitude et appliquons-la dans d'autres domaines de notre vie. Par exemple, le fait de savoir si on veut se faire vacciner ou non. Donc, aller jusqu'au bout de ses raisonnements, aller jusqu'au bout de ses craintes, aller trouver des réponses à ses craintes, tout ça pour prendre une décision qui prend en compte les incertitudes, mais qui est pour autant réfléchie. Oui, j'ai pas pu vous empêcher de parler du vaccin. Oui, mais c'est parce que j'ai envie d'aller dans un bar, j'ai envie de poncer le dance floor, et j'ai envie de niquer.
Oui. Voilà, je vous ai dit que j'en pouvais plus ou pas? Donc d'abord, on arrête d'attendre, on change d'état d'esprit, et ensuite, on accepte l'incertitude. Les deux vont ensemble. C'est ce que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines. Et je vous invite à le faire avec moi, on s'en parle sur les réseaux, que ce soit Instagram, Twitter ou sur ma newsletter, voilà. Faisons ça ensemble. Je pense que ça aidera à rendre les choses plus faciles. Cette vidéo est sponsorisée par La Relève et la Peste, qui est le nom de média et de maison d'édition le plus stylé au monde, je pense. C'est 100% indépendant, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de publicité, pas d'actionnaires, donc ils n'ont pas beaucoup de thunes. Ce qui veut dire écouter ce message sponsorisé pour que ce soit le plus rentable possible pour eux. En gros, ils vendent des livres, voilà, et avec l'argent de ces livres, ils financent leurs médias et donc leurs rédacteurs, rédactrices, etc. Par exemple, en 2020, ils ont sorti Vivant, où ils parlent de l'importance de protéger la Terre et d'être gardien du vivant, ce qui est aussi totalement logique. Et ils ont eu des auteurs assez renommés, comme Pablo Sévigne par exemple, ou Lamia Essemlali, donc la présidente de Sea Shepherd, que j'ai interviewé, extrait. Donc si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. C'était un extrait très court, on n'a pas le temps. Et Animal, en 2021, qui est vraiment le seul livre en France qui fait le tour complet de l'extinction de masse des animaux sauvages qu'on risque de voir disparaître d'ici quelques décennies si on ne fait rien. Ils ont d'autres formats, genre des BD, genre des petits livres, etc. Voilà, je vous montre pas tout pour que ce soit le plus précis possible et que vous perdez pas dans les messages. C'est des livres qui sont beaux, intéressants, y a la forme, il y a le fond. C'est rare. Franchement, c'est rare parce que généralement, soit c'est intéressant et c'est chum, soit c'est trop beau et c'est nul. Voilà, là vraiment il y a tout. Et en plus c'est fait par des gens bien parce que c'est des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Donc vraiment foncez. Merci à eux de m'avoir fait confiance. Achetez-les, pas eux, enfin pas le média ni la maison d'édition. Je parle des livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Venez, on en parle là sur Twitch. Voilà, là je suis sûrement sur Twitch au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez le jour où elle sort. Et si jamais vous m'avez raté, j'y suis tous les mardis à 22h. On met le feu à la Twitchosphère. On regarde des docus, des reportages, etc. C'est de la balle tous les mardis 22h, pur moment. Voilà. Love, peace, ciao. Et on arrête d'attendre. Et on accepte l'incertitude.